There were not many people who understood just how broad his interests were and how supportive he was of an astonishingly wide range of organizations. L'histoire s'ouvre sur une révélation bouleversante qui secoue les murs du château de Windsor. Après la mort de la reine Elisabeth II, des archivistes ont procédé à un audit de routine des archives royales. Au lieu de l'ordre et de la continuité attendue, ils ont découvert une absence saisissante. Certains des plus précieux héritages de la défunte reine, des objets liés non seulement à sa mémoire personnelle, mais aussi à l'histoire nationale, avaient disparu. Cette découverte allait au-delà de la disparition de précieux bijoux. Elle symbolisait également une fracture plus profonde au sein de la monarchie, menaçant de saper le fragile équilibre entre tradition, loyauté familiale et confiance du public. Les pièces manquantes n'étaient pas des fragments ordinaires. Parmi elles figurait une broche en forme de fleur de diamant cadeau de la reine Victoria Symbol qui a traversé les générations comme une marque de devoir et de persévérance. Manquait également un collier de saphir et de diamants porté par la reine Elisabeth en symbole de l'unité du Commonwealth. Son absence laissait un vide douloureux comme si des pans de la mémoire collective britannique avaient été arrachés au tissu national. À une époque où la stabilité était cruellement nécessaire, des rumeurs d'indifférence, de manipulation et de trahison à huis clos ont surgi. Le palais de Buckingham s'est d'abord montré prudent. Les autorités ont ordonné le secret absolu et limité la divulgation des informations sur la perte à un petit groupe de proches de la famille royale. Elles espéraient éviter un scandale public et gérer l'affaire discrètement. Mais une personne ne pouvait rester silencieuse éternellement. La princesse Anne, longtemps respectée pour sa loyauté et son sens inébranlable du devoir, a commencé à enquêter sur la vérité. Connue pour son aversion pour le secret et son dévouement à l'héritage de sa mère, Anne a refusé de se donner bonne conscience en s'expliquant par une erreur administrative. Son instinct lui disait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un abus de confiance délibéré. Entre-temps, des commentateurs extérieurs et des médias internationaux ont commencé à spéculer. Des médias comme Reuters et la BBC ont rappelé que le symbolisme royal va au-delà de la valeur matérielle. Ils ont lié la disparition des bijoux à des problèmes de transparence au sein de la monarchie et ont comparé la situation à celle d'autres familles royales européennes faisant l'objet d'enquêtes pour des collections cachées ou des litiges successoraux. DW souligne qu'en période de tensions géopolitiques, même des scandales symboliques peuvent miner la crédibilité de la monarchie sur la scène internationale où la Grande-Bretagne cherche à démontrer à la fois sa continuité et son autorité morale. La détermination d'Anne grandit à mesure que des rumeurs se répandaient sur la disparition d'objets liés à la reine Camilla. Lors d'événements privés où Camilla avait accès aux collections sans autorisation officielle, de subtiles anomalies furent découvertes. Le personnel du palais murmurait que des objets de famille avaient été retrouvés là où ils n'étaient pas censés être. Pour Anne, les preuves s'accumulaient trop vite pour être ignorées. Elle se souvint des paroles de sa mère lors de moments de silence. Chaque objet de famille contenait bien plus que de l'or et de l'argent. Il contenait aussi des prières, des devoirs et l'essence même de son identité. Anne pensa à sa petite-fille Charlotte, qui hériterait un jour du pendentif en saphir, et à son propre rôle dans la préservation de ce collier sacré du souvenir. L'histoire se déroule sur fond de défis royaux. Les gros titres internationaux soulignant l'état de santé du roi Charles ont alimenté les spéculations sur la stabilité de la monarchie. Parallèlement, les crises étrangères, de la guerre en Ukraine à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, dominent l'actualité, rappelant au public que les symboles de résilience nationale sont plus importants que jamais. Les analystes affirment que toute perception de faiblesse intérieure pourrait inciter les critiques à l'étranger à remettre en question le rôle de la Grande-Bretagne dans les affaires internationales. Les joyaux disparus deviennent des métaphores d'un phénomène plus vaste, la lutte pour maintenir la continuité à une époque où même des institutions centenaires sont vulnérables. Anne n'agissait pas ouvertement. Elle garda son sang-froid, mais se prépara à la confrontation. Elle savait que couronne, titres et cérémonies n'étaient que des ombres lorsque l'essence de l'héritage avait disparu. Protéger ce qui restait signifiait non seulement protéger des trésors, mais aussi un héritage séculaire. Elle activa secrètement des relations de confiance et s'appuya sur des membres discrets de la garde royale pour enquêter sur des trésors cachés et des transferts suspects. Ces découvertes confirmèrent ses craintes. Les objets étaient mal étiquetés, les livres d'inventaire effacés et les archives délibérément corrompues. Ce qui avait été perçu comme une erreur officielle se révéla désormais être une dissimulation systématique. Le poids de la trahison pesait lourdement sur Anne. Mais elle était déterminée à ne pas laisser cette histoire s'éteindre dans le silence. Préserver la mémoire de sa mère et protéger l'intégrité de la monarchie importait davantage que son confort personnel ou les jeux politiques de la cour. Forte de cette détermination, elle devint non seulement la gardienne des joyaux, mais aussi la gardienne de la vérité, se tenant au seuil d'une tempête qui allait mettre la famille royale à rude épreuve comme jamais depuis la mort de la reine.
Ainsi, le cœur brûlant, la princesse Anne se prépara à franchir le premier pas décisif dans une bataille où l'histoire, la loyauté et l'âme même de la monarchie étaient en jeu. La quête de clarté s'étendit au-delà des couloirs de Windsor jusque dans l'ombre où les secrets se dévoilent. La détermination discrète de la princesse Anne déclencha une enquête discrète mais ciblée. Des témoignages chuchotés lui parvinrent de ceux qui avaient collaboré étroitement avec la reine Camilla. Un ancien assistant rongé par la culpabilité parla d'un coffre-fort privé caché à Raymill House dans le Wiltshire. Il ne s'agissait pas d'archives royales gardées par des fonctionnaires officiels. Il s'agissait d'un lieu secret, un lieu où des objets précieux pouvaient être dissimulés aux yeux de la collection royale. Le conseiller a confirmé que des objets de la collection de la défunte reine avaient été apportés là sans autorisation. Le collier d'émeraude et de diamants, autrefois considéré comme un symbole délicat de l'équilibre entre tradition et sobriété, n'avait plus été revu depuis les dernières années de la reine Élisabeth. Un diadème de perles, utilisé lors des cérémonies diplomatiques, manquait également aux archives officielles. Cette révélation a eu de graves conséquences. Des objets autrefois considérés comme des symboles d'État et de patrimoine ont été discrètement dépouillés de leur signification et conservés dans un coffre secret à l'abri des regards. Anne écoutait attentivement, consciente du danger que représentaient de ces récits. Elle fit appel à des alliés de la garde royale pour vérifier l'histoire. Leur enquête fut menée dans le plus grand secret, sous le couvert de contrôle de sécurité de routine. Au domaine, ils découvrirent des indices subtils mais indéniables prouvant la véracité des aveux de l'assistant. Les journaux numériques et physiques avaient été effacés. Les objets portèrent de faux numéros d'identification au lieu des numéros d'inventaire officiels. La conclusion était sans appel. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise gestion, mais d'une tentative délibérée de dissimuler la vérité. Les implications vont au-delà des questions familiales. La presse internationale a comparé ce scandale à d'autres affaires où des membres de familles royales européennes ont été accusés de mauvaise gestion du patrimoine culturel. Les commentateurs d'Al Jazeera ont souligné qu'à une époque où la transparence définit la légitimité publique, la dissimulation d'antiquités est plus qu'un simple conflit familial. C'est un test pour savoir si une ancienne monarchie peut répondre aux attentes modernes en matière de responsabilité. Defense News a même émis l'hypothèse que l'érosion de la confiance symbolique au niveau national pourrait compromettre la capacité de la Grande-Bretagne à projeter son unité en période de crise sécuritaire mondiale de la guerre en Ukraine aux troubles au Moyen-Orient. Anne sentait le poids de l'histoire peser sur elle. Plus que de simples ornements, ils étaient des réceptacles de mémoire porteurs de la présence de la reine Victoria de sa mère et des générations qui avaient porté le fardeau du règne. Elle se souvenait des paroles de sa mère lors de ses retraites du soir. Le patrimoine doit être préservé non pour sa gloire personnelle, mais pour la survie de la nation. Pour Anne, cette responsabilité reposait désormais pleinement sur ses épaules. À Clarence House, la confrontation finale eut lieu. Les salles, habituellement remplies de salutations formelles et de rituels soigneusement planifiés, étaient remplies d'impatience. Anne arriva accompagnée de cadres supérieurs portant un dossier rempli de preuves, photographies haute résolution, déclarations sous serment et rapports de ces enquêteurs discrets. Chaque page dressait le portrait d'objets de famille perdus, de documents effacés et d'héritages violés. Pour Anne, ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de préservation. Ce qui a rendu ce moment si explosif n'était pas seulement l'accusation elle-même, mais aussi les preuves qui la sous-tendaient. Des analystes de la BBC et de DW ont souligné que la position d'Anne reflétait un clivage culturel plus profond au sein de la monarchie. D'un côté, le gouvernement estime que les objets historiques appartiennent à l'État et non aux individus. De l'autre, il a tendance à considérer ces symboles comme une propriété privée pour valoriser son statut. Le conflit entre ces deux points de vue est inévitable lorsque les preuves sont révélées. L'importance de ces tensions est bien comprise dans le monde entier. Alors que les gros titres concernant la disparition d'objets de famille et de coffres-forts personnels se répandaient, la confiance du public s'est ébranlée. Les commentateurs ont comparé le silence du palais aux précédentes crises où l'indécision avait provoqué des scandales majeurs. Cette fois, cependant, l'intervention d'Anne signale qu'un membre de la famille royale est prêt à tenir bon. Elle rappelle que si les rapports de force peuvent évoluer et préserver l'histoire, exige une vigilance constante. Les couloirs de Clarence House furent témoins d'un tournant. Anne n'eut pas besoin de parler. L'évidence elle-même parlait avec une force que les mots ne pouvaient exprimer. Le collier d'émeraude, autrefois symbole d'équilibre, fut photographié de travers, perdant sa dignité. La broche victorienne en saphir qui avait uni des générations de femmes royales avait désormais quitté sa place traditionnelle. Chaque objet devint le témoin silencieux d'une trahison de confiance. Ce qui se déroulait n'était pas une simple dispute familiale, mais une bataille sur ce qui constitue l'héritage à l'époque moderne. L'enjeu était de savoir si la monarchie continuerait à protéger les symboles qui unissaient de la nation ou s'ils seraient redéfinis par des ambitions personnelles. La quête discrète mais acharnée d'Anne pour la vérité permit de rendre la question incontournable.
Elle transforma les murmures privés en une inévitable confrontation, une confrontation qui ouvrirait la voie à des divisions plus profondes et à de futurs conflits. Clarence House a longtemps été un lieu de tradition et de spectacles raffinés, mais cette fois, elle est devenue le théâtre d'une tempête silencieuse. Le jour de l'arrivée de la princesse Anne, les rituels habituels des courtisans et des domestiques ont été suspendus. Pas de salutations formelles, échangez pas de photographes présents pour détendre l'atmosphère avec des flashs et des sourires solennels. Au contraire, l'atmosphère était emplie d'une tension latente, celle qui surgit souvent lorsque deux notions de pouvoir s'affrontent. Anne entra dans le bâtiment, l'air calme, son visage serein dissimulait sa détermination, mais les domestiques qui la suivaient comprenaient la gravité de la situation. Elle portait un dossier soigneusement constitué des photographies d'objets de famille provenant d'une réserve secrète, des déclarations sous serment d'anciens employés et des comparaisons détaillées entre les archives officielles et les découvertes à Ray House. Chaque page contenait des preuves et non des ouï-dire, et Anne souhaitait que ces preuves soient plus convaincantes que n'importe quelle accusation. La confrontation qui s'ensuivit révéla des divisions plus profondes au sein de la famille royale. Le problème ne concernait pas seulement la perte des joyaux, il s'agissait aussi de définir la gouvernance. La monarchie est-elle une institution qui préserve le patrimoine pour le peuple, ou les symboles patrimoniaux peuvent-ils être traités comme des biens personnels sous couvert de pouvoir cérémoniel ? Les commentateurs internationaux n'ont pas tardé à souligner ces failles. Les analystes de Reuters ont décrit ce conflit comme emblématique d'une lutte plus large des systèmes successoraux pour s'adapter aux normes modernes de responsabilité. Des reportages de la BBC l'ont présenté comme une question de légitimité, suggérant que l'opinion publique pourrait être irrémédiablement affectée si le patrimoine continuait à disparaître entre des mains privées. Le témoignage d'Anne ne peut être écarté comme une erreur administrative. Un collier d'émeraude autrefois, un joyau précieux de la collection de la défunte reine, a été photographié dans un coffre privé retiré de son contexte historique. Une broche victorienne, symbole de résilience intergénérationnelle, manquait aux archives officielles, mais a refait surface sur des images furtives. Même des perles autrefois associées à la mémoire de la princesse Diana figuraient parmi les découvertes. Un rappel que l'ambition personnelle empiète sur le territoire sacré de l'histoire nationale. Les observateurs ont constaté un changement de ton dans les reportages. DW a déclaré que le silence du palais de Buckingham n'était plus perçu comme une retenue respectueuse, mais comme un acte de dérobade éveillant les soupçons. Al Jazeera a commenté que le moment choisi pour le scandale était particulièrement dommageable. Il coïncidait avec les efforts du Royaume-Uni pour projeter la stabilité à l'étranger, tandis que les guerres en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient exigeaient un leadership clair. La monarchie, souvent présentée comme un symbole de longévité, a soudainement été critiquée pour n'avoir même pas su protéger son propre symbole. L'intervention d'Anne n'était donc pas une simple déclaration personnelle. Elle fut interprétée comme un acte de sollicitude envers le pays. Elle rappela à ses compatriotes que le respect ne vient pas des titres, mais des actes, et que la vérité prime sur le faste. Bien qu'elle ne parlât pas, son autorité morale était indéniable. Ses longs états de service, sa réputation d'honnêteté et son refus de s'engager dans des affaires politiques superficielles donnaient à ses paroles une résonance qu'aucun déni ne pouvait éteindre. Derrière les portes closes de Clarence House, les déclarations d'Anne ont changé la donne. Des conseillers jusque-là hésitants ont progressivement compris qu'il ne s'agissait pas de rumeurs mais d'une vérité évidente. Mais au sein de la famille royale, la confrontation a exacerbé les conflits existants. Certains ont vu dans les actions d'Anne une défense courageuse de l'âme de la monarchie. D'autres ont craint que son obstination ne provoque un scandale susceptible de diviser la famille. Pour le roi tiraillé, entre sa loyauté envers sa sœur et sa dépendance envers son épouse, ce conflit a créé une pression insupportable. Camilla, stupéfaite par l'épreuve, tenta de présenter la situation comme un chaos causé par la transition, mais le poids des documents ne laissait aucune place au déni. Un silence s'installa à Clarence House, presque un cri. Un silence qui reflétait à la fois le choc et la prise de conscience que la monarchie devait rendre des comptes. Dans les jours qui suivirent, Camilla chercha à protéger sa position en influençant ses conseillers principaux et en présentant Anne comme inflexible et menaçante pour l'unité. En coulisses, elle s'efforça de minimiser le rôle cérémoniel d'Anne, une manœuvre qui menaçait de priver la princesse de certaines de ses traditions les plus vénérées, comme les cérémonies de l'ordre de la Jarretière. Pour Anne, ces changements confirmaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'objets déplacés, mais de principes. Elle reconnaissait la nature structurelle du conflit. Ce n'était pas seulement Camilla qui menaçait l'intégrité de la monarchie, mais un système qui permettait à la manipulation d'être perçue comme une tradition. Avec une détermination renouvelée, elle étudia des projets de loi visant à réduire ses fonctions. Loin de l'affaiblir, la menace renforça sa détermination. Elle ne céderait pas son héritage historique à une politique déguisée en cérémonie.
À l'extérieur du palais, les journaux du monde entier ont couvert l'événement avec fascination. Les commentateurs ont comparé le conflit aux conflits historiques entre familles royales où succession et richesse déstabilisaient les dynasties. La différence réside dans le fait qu'à l'ère des communications instantanées, chaque détail suscite le débat sur la pertinence de la monarchie pour une démocratie moderne. Les analystes préviennent que son pouvoir symbolique pourrait être irrémédiablement érodé si l'institution ne fait pas preuve de responsabilité dès maintenant. Ce qui avait commencé comme une rumeur de bijoux disparus s'est transformé en une véritable épreuve de force. La décision ferme de la princesse Anne à Clarence House a transformé le scandale, passant d'une dispute privée à une confrontation publique sur la monarchie et la morale. Les limites ont été fixées, et si la confrontation immédiate est terminée, ses conséquences commencent seulement à se faire sentir à travers le pays et au-delà. Les échos de la confrontation résonnèrent dans les couloirs du palais chargés de siècles de tradition. Tandis que la famille royale s'efforçait de maintenir son calme apparent, une crise plus profonde se déroulait derrière les murs ornés. La réponse de Camilla aux accusations d'Anne ne fut pas un repli, mais une riposte discrète. Quelques heures après la rencontre, elle fit appel à des conseillers de confiance, les exhortant à présenter Anne comme une femme dure, combative et à terme nuisible à l'intégrité de l'institution. Il ne s'agissait pas d'un échange public, mais d'une lutte d'influence et de perception qui se jouait dans les coulisses discrètes du pouvoir. Des projets de loi circulaient dans le cercle intime du roi. Parmi eux figurait un projet visant à limiter les fonctions cérémonielles d'Anne, notamment son rôle au sein de l'ordre de la Jarretière, un honneur dont elle jouissait depuis des décennies. La proposition était plus que politique. Elle visait à attaquer la réputation d'Anne fervente, défenseur des traditions. Ceux qui l'avaient vu servir avec respect pour son âge considéraient l'idée comme un blasphème. Mais pour les partisans de Camilla, c'était un moyen de freiner le pouvoir grandissant d'Anne avant que le scandale ne s'envenime. La famille elle-même était de plus en plus divisée. Certains hauts courtisans méfiants face à l'influence croissante de Camilla gardèrent le silence de peur de perdre leur poste. D'autres espéraient que se ranger du côté de la reine lui apporterait plus de stabilité et des avantages personnels. Dans ce climat tendu, le prince William intervint, exprimant discrètement sa sympathie pour Anne. Tout en veillant à ne pas provoquer de troubles publics, il demeurait prudent et solidaire, conscient que le conflit pouvait compromettre le fragile équilibre de la monarchie. Les observateurs internationaux voient dans ce conflit plus qu'une simple intrigue de palais. Reuters le relie à des questions plus larges sur la capacité de la Grande-Bretagne à projeter la stabilité à l'étranger dans un contexte d'incertitude mondiale croissante. DW souligne que tout scandale au sein de la monarchie compromet la continuité symbolique de la nation, d'autant plus que la santé du roi Charles reste sujette à spéculation. Al Jazeera souligne qu'à une époque de surveillance médiatique constante, le silence et le secret ne protègent plus les institutions, mais alimentent la méfiance. L'idée de joyaux de la couronne cachés dans des coffres privés est perçue comme une métaphore de la monarchie elle-même, immunisée contre toute responsabilité à un moment où la transparence est nécessaire. Anne elle-même ne laissa pas sa détermination s'affaiblir. Pour elle, l'enjeu ne se limitait plus aux bijoux. C'était devenu une bataille de principes touchant au cœur même de la monarchie. Les archives scellées révélèrent bientôt un autre développement surprenant. Dans une lettre de feu, la reine Élisabeth, soigneusement conservée dans les archives officielles, la reine exprimait son intention de partager les biens de famille. Le collier de saphir reviendrait à la princesse Charlotte, tandis qu'Anne, elle-même, par son sens inébranlable du devoir, serait nommée gardienne de certains objets importants. Lorsque la lettre fut découverte, elle devint un symbole de la légitimité d'Anne. Cette révélation consolida sa position. Des conseillers jusque-là hésitants découvrirent désormais des preuves manuscrites attestant que la défunte reine avait confiance en Anne pour protéger les symboles les plus sacrés de la famille. La lettre réfute également l'affirmation de Camilla selon laquelle elle agissait au nom de la tradition. Elle démontre plutôt qu'elle avait ignoré des instructions claires pour poursuivre sa propre version des faits. Cette découverte encouragea Anne à préparer son dossier devant le Conseil royal, non pas sous le coup de la colère, mais avec le calme et l'autorité des dernières de volonté de sa mère. Les médias ont continué de suivre de près l'évolution de la situation. Les gros titres ont fait état de disparition d'objets de famille, de coffres-forts secrets et de possibles accumulations. L'opinion publique a évolué, les commentateurs présentant Camilla non pas comme une victime de la politique royale, mais comme une usurpatrice menaçant de ternir l'héritage de la reine. Les sondages ont révélé un respect croissant pour Anne, beaucoup admirant sa retenue et son engagement en faveur de la transparence. Le contraste entre son silence et les manœuvres de Camilla était révélateur. Au sein du palais, les divisions s'accentuaient. Certains exhortèrent le roi à agir avec détermination et à mettre fin au scandale. D'autres craignaient que toute déclaration officielle ne fasse qu'attiser les soupçons. Pour Charles, le dilemme devenait insupportable. Il devait choisir entre la loyauté envers son épouse et l'aveu de la vérité concernant sa sœur. Les analystes de la BBC ont noté que les monarques ont toujours veillé à rester neutres en cas de conflit familial, mais que dans ce cas précis, cette neutralité semblait miner sa légitimité. Pour Anne, la voie était toute tracée.
Elle ne recherchait pas la confrontation pour elle-même, mais reconnaissait que la protection du patrimoine exigeait du courage. Elle était prête à se lever et à exiger que les bijoux retrouvent leur place légitime dans la collection royale. Pour elle, ce n'était pas une question de possession mais de foi. Sans foi, l'avenir de la monarchie serait compromis aux yeux de la nation et du monde. La lutte pour le pouvoir se poursuivait à huis clos, mais les événements qui suivirent étaient d'eau claire. Un simple inventaire du domaine était devenu un test décisif pour la survie de la monarchie. Alors que la curiosité du public grandissait et que la surveillance médiatique s'intensifiait, la prochaine étape déterminerait si la couronne serait préservée ou davantage érodée par la suspicion. Pour Anne, guidée par le souvenir de sa mère et ses propres principes inébranlables, il n'y avait d'autre choix que de poursuivre le combat. La lettre scellée retrouvée dans les archives apporta à la princesse Anne un réconfort bien nécessaire. L'écriture soignée de la reine Élisabeth suggère que sa mère voyait les bijoux comme des symboles de succession et non comme des instruments de pouvoir. Le collier de saphir destiné à la jeune princesse Charlotte représentait non seulement la beauté, mais aussi l'idée de relier l'avenir au passé. Le rôle d'Anne était clairement défini, celle de gardienne d'objets, symbolisant le service, le sacrifice et la mémoire nationale. Forte de ses preuves, elle entra dans une nouvelle phase du conflit, ne se contentant plus de se défendre mais portant la voix de la défunte reine entre ses mains. Les tensions s'intensifient en Grande-Bretagne, la presse rapportant les fragments de la crise en cours. La confiance publique, déjà fragile, explose dans le débat public. Les sondages réalisés par les principaux médias montrent que de plus en plus de citoyens préfèrent la responsabilité directe d'Anne à la manipulation des fonctionnaires de la cour. DW souligne que dans une démocratie moderne, les institutions symboliques ne survivent que si elles reflètent des valeurs telles que la responsabilité et l'honnêteté. Reuters rappelle que la monarchie s'est toujours considérée comme la gardienne de l'histoire. Si elle ne parvient pas à gérer ses propres trésors, sa crédibilité dans un monde en mutation sera encore davantage ébranlée. Les gros titres internationaux ont exacerbé le problème. Des analystes d'Al Jazeera ont comparé le conflit britannique à d'autres conflits royaux en Europe et au Moyen-Orient où les questions de succession et de légitimité ont déstabilisé les familles régnantes. Dans chaque cas, la lutte pour les antiquités ne porte pas tant sur l'or ou les bijoux que sur le contrôle de la mémoire. La monarchie se voit ainsi rappeler qu'au XXIe siècle, le patrimoine ne peut plus être dissimulé sans conséquence. Alors que le débat s'intensifiait, Anne se prépara à une réunion officielle avec ses conseillers. Elle y entra avec un calme renforcé par ses longs états de service et la clarté des derniers mots de sa mère. Le conseil s'attendait à une division, mais la lettre fit pencher la balance en sa faveur. Certains qui avaient hésité à la soutenir comprirent désormais que les instructions de la défunte reine ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. Le collier d'émeraude et la broche victorienne ne pouvaient être modifiés ni par commodité ni par politique. Ils faisaient un partie de l'histoire de la nation et la reine avait confié son avenir à Anne. À l'extérieur du palais, les commentateurs ont souligné un contraste saisissant dans leurs apparitions publiques. Camilla a choisi de porter l'une des broches controversées lors d'un événement caritatif, tentant de la présenter comme faisant partie d'un rôle. Cependant, ce look a suscité la controverse. Les critiques y ont vu un manque de tact, un geste d'appropriation plutôt que de responsabilité. Quelques jours plus tard, Anne est apparue à une cérémonie commémorative pour les anciens combattants. Son discours n'a pas porté sur les bijoux, mais sur le service et le sacrifice. Les observateurs ont noté le respect manifesté par la foule. Si l'un semblait adhérer aux symboles, l'autre les a affichés sans fanfare. Mais le conflit ne peut se résoudre par de simples apparences. Au palais, Camilla continue de chercher des alliés, arguant que la résistance d'Anne menace de détruire l'institution. Elle décrit la confrontation comme imprudente, menaçant la stabilité à un moment où la monarchie ne peut se permettre de scandale. Mais ses efforts sont sapés par une demande croissante de transparence à l'extérieur du palais. Le silence qui protégeait autrefois la monarchie a fait des ravages. Toute tentative de minimiser l'enjeu ne fait qu'alimenter les spéculations. Anne comprit que le silence n'était plus une option. Elle décida d'exiger directement leur restitution. Les objets devaient être restitués à la collection royale entièrement documentés et rendus accessibles au public en tant que patrimoine national. Elle ne considérait pas sa demande comme une compétition, mais comme l'accomplissement du testament manuscrit de sa mère. Le principe était simple, le patrimoine appartient au peuple et non à l'ambition personnelle. Les analystes de la BBC ont constaté que ce message clair avait permis à Anne de s'imposer auprès de l'opinion publique. La crise a également attiré l'attention à l'étranger, où gouvernements et institutions observent la situation avec inquiétude. En Europe, des interrogations se font jour quant à l'impact potentiel du scandale sur la capacité de la Grande-Bretagne à projeter une image de stabilité lors des cérémonies diplomatiques. Aux États-Unis, les médias ont lié l'incident à des débats plus larges sur la responsabilité au sein des familles de l'élite. Defense News soutient qu'à l'heure où la Grande-Bretagne s'appuie sur son pouvoir symbolique pour consolider ses alliances, la monarchie ne peut se permettre de laisser apparaître des fissures qui remettent en cause son autorité morale. Au château de Balmoral, la confrontation atteignit son paroxysme.
Des preuves furent présentées, les conseillers eurent l'occasion de s'exprimer et une lettre scellée fut remise au conseil. Le résultat fut un compromis fragile, les biens de famille seraient restitués à leurs propriétaires légitimes. Mais cet accord ne fut pas accueilli par des applaudissements, mais par un profond sentiment de perte. La confiance fut brisée. Le pouvoir de Camilla, bien que formellement intact, était affaibli aux yeux de beaucoup. Anne, bien que restaurée dans sa dignité, portait le fardeau de savoir que les cicatrices de la trahison ne guériraient pas de sitôt. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur de trésors disparus est devenu une bataille décisive pour l'avenir de la monarchie. Les joyaux retrouveront leur place légitime, mais le prix à payer sera élevé. L'opinion publique a basculé, la confiance a été brisée et la famille royale en porte les stigmates. Pour Anne, l'issue est amère. Elle avait défendu l'héritage de sa mère et préservé les artefacts pour les générations futures, mais elle comprenait aussi que la famille elle-même avait été déchirée, son unité minée par l'ambition et la suspicion. La décision de Balmoral de restituer les objets de famille à la collection royale marqua la fin d'un chapitre et le début d'un autre marqué par une réconciliation fragile et une suspicion persistante. Les bijoux furent discrètement remis à leur place et catalogués avec la précision qui a toujours caractérisé les historiens royaux. Mais l'atmosphère entourant ce retour fut loin d'être joyeuse. Le rapatriement n'effaça pas les doutes, les rivalités et les divisions nées de la lutte. La famille resta unie en public, mais entre les murs, les cicatrices étaient encore visibles. Pour la princesse Anne, ce moment fut à la fois joyeux et tendu. Elle avait réussi à exaucer les vœux de sa mère en préservant les artefacts pour les générations futures et en rappelant à la monarchie son devoir sacré de gardienne et non de propriétaire. Mais le prix à payer avait été un refroidissement de sa relation avec Camilla. Anne savait que derrière ces gestes de réconciliation se cachait un ressentiment sourd, la reconnaissance silencieuse que leur vision d'un héritage commun ne serait jamais compatible. Elle comprenait aussi que la confiance, une fois brisée, peut rarement être restaurée sans laisser de fissures qui risquent de s'élargir sous la pression. La perception publique de la crise est tout aussi complexe. Le retour des reliques a rassuré de nombreuses personnes quant au maintien de la tradition, mais l'affaire a également soulevé de nombreuses questions. Les commentateurs de la BBC l'ont décrite comme un tournant obligeant la monarchie à se confronter aux attentes modernes en matière de transparence. DW note que si le rôle d'Anne dans la protection du patrimoine a été admiré, le scandale a durablement terni la réputation de Camilla. Reuters souligne que la monarchie ne tolérera probablement pas de telles controverses à l'avenir, d'autant plus que la Grande-Bretagne est confrontée à l'incertitude mondiale et cherche à projeter une image de résilience. Dans les semaines qui suivirent, l'attention des médias se porta sur la restauration de la monarchie. Catherine, princesse de Galles, reprit ses fonctions publiques et fut largement saluée pour son sang-froid et son dévouement. Ses apparitions à Windsor furent soigneusement orchestrées pour rappeler à la nation continuité et optimisme. Le roi Charles, malgré des problèmes de santé, poursuivit son travail quotidien avec une détermination discrète, projetant une image de stabilité. Pourtant, sous la surface, l'institution demeurait fragile. Chaque apparition publique était assombrie par le souvenir de joyaux cachés, de coffres effacés des archives et d'affrontements menaçant de déchirer la monarchie. L'importance des objets de famille s'accroît à mesure que leur histoire est connue. Ils ne sont plus de simples symboles de succession, mais témoignent d'un conflit qui a mis à l'épreuve l'intégrité de la monarchie. Chaque broche, collier et diadème raconte désormais deux histoires, l'une de tradition et de fierté, l'autre de secret et de trahison. Cette dualité en fait un puissant rappel de la responsabilité de l'héritier. Ce ne sont pas des trésors à exhiber pour sa gloire personnelle, mais les maillons sacrés d'une chaîne reliant le passé, le présent et l'avenir. Les analystes étrangers continuent d'associer ce scandale à des réalités géopolitiques plus larges. Defense News soutient que le pouvoir symbolique de la Grande-Bretagne, essentiel au maintien des alliances dans un monde instable, dépend de la capacité de la monarchie à se présenter comme une institution unifiée et digne de confiance. Al Jazeera compare cette controverse à des conflits similaires dans d'autres monarchies où des litiges relatifs à l'héritage ou aux biens culturels ont porté atteinte à la légitimité publique. Dans chaque cas, la conclusion est la même, le patrimoine ne peut être dissimulé sans conséquence. Pour Anne, cette leçon fut profondément personnelle. Elle repensait souvent aux conseils discrets de sa mère, aux prières murmurées en privé et au sens des responsabilités qui caractérisaient le règne de la reine Élisabeth. Elle prit ces leçons à cœur et comprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans la protection. Ces actions démontrèrent que la détermination individuelle peut préserver l'intégrité même lorsque les institutions faiblissent. Ainsi, elle devint la gardienne des joyaux et la gardienne de la vérité. L'histoire se termine sur un sentiment de triomphe plutôt que de triomphe. La monarchie a traversé une tempête qui a révélé ses faiblesses et bien qu'elle y ait survécu, cette épreuve l'a transformée.
La confiance familiale a été ébranlée, le public a été rappelé à son devoir de rendre des comptes et le monde a constaté que même des institutions imprégnées de siècles de tradition ne sont pas à l'abri des tentations du secret. Le retour des joyaux n'efface pas ces vérités. Au contraire, il marque un nouveau départ, une fragile opportunité de réflexion et de réforme. La question est de savoir si la monarchie saisira cette opportunité ou retombera dans le silence. La princesse Anne a démontré que l'honneur et les principes peuvent donc guider l'institution à travers les turbulences, mais la voie à suivre dépend de plus d'une personne. Elle dépend de la capacité de la famille royale elle-même à tirer les leçons de la crise et à faire preuve de la transparence nécessaire à une nouvelle ère. Seul le temps nous dira si la leçon a été véritablement retenue ou si l'histoire se répétera un jour avec des conséquences encore plus désastreuses.